Bonjour à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région et les 4 télévisions locales du territoire, Canal 32, Via Vosges, Via Mirabel et Alsace 20. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale enregistrée ce 27 juin au Palais des Congrès de Strasbourg à l'occasion de la première édition de l'événement 360 possibles, devenu en quelques semaines seulement le rendez-vous incontournable des acteurs de l'innovation dans le Grand Est, un événement qui affiche d'ailleurs ses ambitions. Innovons ensemble. La journée va s'articuler autour de plusieurs thématiques et aussi de plusieurs formats, des ateliers, des conférences, des rendez-vous d'affaires, des expositions, et nous en profiterons pour vous faire découvrir de belles dynamiques d'innovation au travers de témoignages mais aussi de reportages. Cet événement 360 possibles a été organisé par l'agence Grand Innov, l'agence d'innovation de la région Grand Est, une agence lancée il y a tout juste un an, presque jour pour jour. Justement, pour démarrer cette émission, je vous propose d'aller rencontrer Étienne Leroy, son président. Président, on est là dans l'auditorium Cassin du Palais des Congrès et de la musique de Strasbourg pour cet événement 360 possibles. Qu'est-ce que c'est que cet événement et pourquoi l'avoir organisé? Alors cet événement, c'est un événement à l'initiative de la région Grand Est. 360 possibles, c'est quoi? C'est la concrétisation des rêves de tous les innovateurs de ce territoire. Alors, on n'est pas les inventeurs de 360 possibles. On a repris ça, il y a d'autres régions qui ont fait ça avant. Et simplement, le rôle de Grand Innov, c'est d'organiser la rencontre entre tous les acteurs de l'innovation. D'abord, les gens qui inventent, ceux qui ont des idées, ceux qui veulent les porter plus loin, les entrepreneurs, les entreprises. Ensuite, toutes les ressources, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent les aider, les centres de recherche, les universités, les écoles, les laboratoires et finalement tous les consultants qui vont réussir à apporter ces nouveaux services, ces nouveaux produits sur le marché. Alors on les fait se rencontrer, s'enthousiasmer ensemble, surtout beaucoup discuter, et c'est en fait dans un esprit festif mais extrêmement efficace, extrêmement rapide, un petit peu à l'américaine, c'est vrai, on est un peu Silicon Valley. Plusieurs temps forts, des ateliers, des conférences. Avec des ateliers, des conférences, beaucoup de propositions sur le même lieu, une grande salle de conférence, mais des petites salles très thématiques où chacun va trouver ce qu'il cherche. Et finalement, ce qu'on veut, c'est à la fin, tout le monde repart avec des cartes de visite, des points de rencontre, des moyens d'aller plus loin, plus vite, plus fort pour mettre leurs produits, leurs services sur le marché. C'est la première édition, vous attendez, vous allez espérer faire une deuxième édition? Alors, nous on innove toujours, donc je ne peux rien vous promettre, mais c'est la première édition. Compte tenu de ce que j'ai vu ce matin, c'est-à-dire du succès qu'on a, on a 3000 inscrits, 3000 visiteurs, c'est extraordinaire, on s'attendait à la moitié. Alors oui, je pense qu'on aura d'autres événements comme ça dans les années suivantes. Par contre, on se garde le droit de changer de formule et d'innover toujours. Merci Président, on se retrouve tout de suite. Comme l'a évoqué en partie le Président Étienne Leroy à l'instant, cette journée a été organisée pour permettre aux acteurs publics et privés de mieux appréhender ensemble les grandes mutations qui transforment ou vont transformer à la fois les organisations, les entreprises, mais aussi les territoires. Par exemple, dans le domaine de la transition énergétique qui va toucher nos modes de transport, notamment dans les villes. C'est le cas par exemple à Nancy où des universitaires et des étudiants internationaux travaillent déjà sur un projet Urban Loop qui pourrait révolutionner nos modes de déplacement urbains d'ici quelques années et avant même ceux du village olympique en 2024. Je vous propose de regarder ce reportage d'Anne-Sophie Pierson pour Via Mirabel. Des capsules au design très moderne, lancées dans des tubes à grande vitesse et où l'on peut lire son journal, ce sera peut-être votre moyen de transport d'ici quelques années. C'est en tout cas le projet sur lequel travaillent une centaine d'étudiants et 4 universités nancéennes. Urban Loop est conçu comme un moyen individualisé de transport, plus rapide et surtout plus écolo. Urban Loop est dédié à une zone urbaine de taille moyenne pour gagner en temps de transport. Sur un trajet dans une ville comme Nancy, on peut mettre facilement 20 à 30 minutes pour aller d'un point
à l'autre de l'agglomération. Là aujourd'hui on vise à diviser par 2 les temps de trajet. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est diminuer la place importante des véhicules dans l'aire urbaine. Pour que ce projet un peu fou ne reste pas qu'un rêve, la phase de test a déjà commencé. Dans cet atelier, grâce à une maquette, une dizaine d'étudiants travaillent sur la gestion du trafic et le contrôle des capsules. Je travaille sur la gestion du trafic. Comment les capsules peuvent se déplacer, dans quelle direction, et comment nous assurer qu'elles s'arrêtent bien aux stations. L'objectif est d'être capable de les diriger comme on le souhaite. Là, on regroupe le maximum d'informations pour les utiliser intelligemment. Ces étudiants américains sont venus spécialement de l'université de Cincinnati pour travailler sur ce projet innovant. Ce projet est vraiment révolutionnaire en matière de transport. Nous utilisons les mêmes systèmes de transport qu'au XVIIIe siècle et qui sont aujourd'hui dépassés. Il faut revoir les modes de transport, les adapter aux enjeux du monde contemporain et qu'ils puissent être facilement utilisés par tous. Pour démontrer la faisabilité d'Urban Loop, des tests à grande échelle devraient être réalisés dans les prochains mois. Sur le campus de Brabois, une boucle de 200 mètres a été installée pour tester les toutes premières capsules. 3 capsules donc, qui vont circuler, sur lesquelles on va pouvoir tester des accélérations, des freinages, des insertions, des démarrages, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit une zone de passage à niveau ici, donc, qui permet l'insertion urbaine. Les véhicules peuvent circuler et traverser la voie. Et on voit également une zone de tunnel semi-enterré, avec une face supérieure qui est ouverte, qui permet de laisser passer la lumière. Et donc cette zone semi-enterrée est là pour démontrer la faisabilité de l'insertion dans le paysage urbain, donc dans des voies de circulation habituelles. Ces tests doivent permettre de trouver des partenaires industriels et de nouveaux financements. L'université espère produire les premières capsules d'ici à 2024 pour les tester peut-être sur le village olympique. Transport, environnement, économie, numérique, énergie, nous vivons une époque riche en transition et aucun secteur d'activité n'y échappe, pas même l'agroalimentaire qui doit aussi s'adapter à de nouveaux modes et à de nouvelles attentes de consommation. Alors pour produire autrement, à une échelle locale et individuelle, une start-up alsacienne développe une solution tout à fait innovante qui mêle l'art du jardin potager avec celle des objets connectés en créant aussi une communauté de partage d'expériences. Cette start-up, c'est MyFood, elle est basée à Molsheim et elle a remporté l'an dernier le coup de cœur des trophées de l'innovation du Grand Est. Je vous propose d'aller à la rencontre de l'un de ses associés, Johan Nazarelli. Suivez-moi. Johan, rapidement, quel est le cœur de l'activité de MyFood ? Alors MyFood, notre cœur d'activité, c'est de fournir des solutions innovantes pour cultiver et devenir quasiment autonome en alimentation. On a des petites solutions qui vont de 1 mètre carré jusqu'à plusieurs millimètres carrés sous forme de serres connectées et qui permettent à n'importe qui de devenir autonome. Donc un particulier comme moi, je peux avoir ça dans mon jardin. Voilà, sur ton balcon, sur ta terrasse ou dans ton jardin sous forme d'une serre familiale. Le modèle qu'on revoit le plus souvent, c'est une serre qui fait 22 mètres carrés et qui permet de produire de 400 à 500 kg de nourriture toute l'année et qui en fait est quasiment ce que consomme une famille de 4 personnes en termes de panier maraîcher. Alors une activité très prometteuse, elle a même été lauréate d'un prix au dernier trophée d'innovation ici dans le Grand Est. Exactement. Où en est le développement ? Alors aujourd'hui, on a plus de 200 serres déployées sur 14 pays. Voilà. On est présent du Panama jusqu'au Qatar, en passant par le Canada, la Corée ou bien sûr les pays limitrophes comme l'Allemagne, la Suisse et le Luxembourg. On va jusqu'en Tunisie et bientôt en Afrique du Sud. Et alors, c'est des serres qui sont uniquement aujourd'hui dédiées à une petite surface et pour du potager. Oui. Est-ce que dans le développement, il y a d'autres produits possibles ? Alors tout à fait. En fait, notre technologie elle est totalement modulaire. C'est-à-dire qu'elle permet, on a des solutions qui font 20 mètres carrés, 3 mètres carrés, 50. En fait, on va venir multiplier les unités unitaires pour en faire des grosses structures. On a des besoins comme des cantines collectives, comme des restaurants d'entreprise, comme des collectivités qui ont besoin de produire pour une zone de chalandise un peu plus grande. En fait, la technologie est scalable. Voilà. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans votre concept, m'a-t-il semblé, c'est que ça n'est pas seulement l'art du jardin potager connecté avec des objets qui vont bien, oui. C'est aussi des valeurs de partage, d'expérience, comme une vraie communauté. Et oui, alors les serres sont connectées, il y a des capteurs, ça aide l'utilisateur dans son quotidien, ça le coach pour avoir des meilleures performances, mais surtout la partie connectivité, c'est réussir à partager ses résultats
Tout le monde est sur un réseau social interactif interne et on va venir échanger sur ces résultats, sur ces recettes, sur ces problématiques. On a nos agronomes qui viennent un peu modérer les conversations, mais surtout on voit que l'intelligence elle est collective. Il y a des recettes de grand-mère, il y a des tests terrain que font les gens parce qu'ils ont envie d'innover et tout ça vient enrichir en fait notre base de données intelligente et vient de plus en plus créer de la nouvelle valeur. Le président de Grand Innov, tout à l'heure, quand on l'a interrogé, nous parlait de cette intelligence collective dans ce genre d'événement. Vous êtes venu chercher quoi? Alors on vient déjà remercier la région qui nous a aidés à être ce qu'on est aujourd'hui. Aussi repositionner notre position de leader aujourd'hui. Les gens, quelquefois, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui font ce qu'on fait, mais on nous oublie, on peut nous oublier. Et c'est important d'être présent à des événements comme celui-ci. Et peut-être aussi trouver de nouveaux clients, parce que les collectivités sont présentes, les villes sont présentes, les écoles, les entreprises. Voilà, on a créé là une belle serre chez 2CRSI pour le bien-être salarié. Et voilà. Merci beaucoup, Johan. On se retrouve dans quelques instants. L'industrie a connu une grande innovation ces dernières années, l'impression 3D, qu'on appelle aussi la fabrication additive. Dans ce domaine, il existe dans les Vosges un pôle d'excellence, Virtua Real, élaboré autour du CIRTES, le labo inventeur de la stratoconception. Il y a quelques jours, une centaine d'industriels, notamment de l'automobile, sont venus visiter ce lieu d'exception. Nous étions avec eux. Un reportage signé Marie-Danielle Rogovitz et Thierry Lasson pour Via Vosges. Ce qui intéressait ces visiteurs, c'étaient les 7 principaux procédés dits de fabrication additive, des technologies qui ont révolutionné l'impression 3D. L'un de ces process a été conçu au CIRTES de Saint-Dié, la stratoconception. Pour faire simple, à partir d'un fichier numérique, la machine exécute une découpe par tranche pour reconstituer la pièce demandée. Avant la fabrication additive, pour fabriquer une pièce, il fallait partir d'un bloc et il fallait usiner le bloc. De manière soustractive, par usinage, on enlevait de la matière et quelquefois beaucoup de matière. La révolution en fait de l'impression 3D, c'est que puisqu'on procède par un tranchage, on va pouvoir faire en même temps l'intérieur et l'extérieur de la pièce. Un des intérêts majeurs, c'est de pouvoir faire des pièces 3D complexes, mais dans un temps très court. Et les applications de la fabrication additive sont multiples. Elles permettent de réaliser des outillages pour l'industrie. Le groupe PSA est notamment un client historique du CIRTES de Saint-Dié. Et à Mulhouse, l'un de ses partenaires, une agence spécialisée dans l'innovation, s'est penché de très près sur cette culasse. La fabrication additive apporte l'avantage d'une réduction de délai, d'une réduction de coûts et l'outillage qu'on obtient permet d'obtenir de meilleures performances en production à la fin. La stratoconception permet de concevoir de grandes pièces, entre autres pour les moteurs de satellites. Il s'agit d'une pièce en fait qui est réalisée pour Airbus. C'est une pièce, ça s'appelle un séparateur de classe, donc c'est une pièce finalement vous voyez, qui est réalisée en appage. C'est une pièce très très fine. Ce site est leader, vous le savez, pour le process de stratoconception et en nombre de brevets déposés d'ailleurs pour la 3D. C'est le principal site français avec Nantes. On est donc sur quelque chose de tout à fait exceptionnel. Mais aujourd'hui, il faut voir en grand et l'objet de cette journée était aussi de lancer une filière de fabrication additive à l'échelle du Grand Est, de développer avec d'autres sites la production de séries, commercialiser ces technologies. À ce jour, 700 solutions de stratoconception issues des recherches à Saint-Dié sont en service dans le monde. On va rester dans les Vosges, à Golbey plus précisément, où est implantée une des plus grosses papeteries d'Europe appartenant au groupe norvégien Norske Skog. Cette usine est exemplaire à plus d'un titre, notamment en matière d'économie circulaire puisqu'elle recycle des vieux journaux et aussi les déchets de bois. Jean-Claude Pierrot, le directeur stratégie et finances de Norske Skog, est là aujourd'hui et nous allons le rencontrer pour qu'il nous en dise plus. Jean-Claude Pierrot, tout le monde ne connaît pas forcément Norske Skog. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce groupe norvégien ? En fait, oui, comme vous le dites, on a une business unit française qui fait partie d'un groupe norvégien qui produit du papier de publication, donc papier magazine et papier journal. Et donc à Golbey, donc dans les Vosges, on est la plus grosse unité de production européenne de papier journal. Donc on représente à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et on emploie un peu plus de 330 salariés. Alors avec une particularité qui n'est pas innovante, mais quand même, c'est le recyclage de papier, de vieux journaux et de carton également.
de bois. Alors vous avez raison, ça fait le recyclage, l'économie circulaire, c'est notre ADN. En fait, sur notre site, c'est un site particulier puisqu'on fait 30% à peu près de notre pâte à partir du bois. Donc là, on recycle les sous-produits des scieries du Grand Est, en fait. Ouais. Donc c'est une valeur intéressante pour eux. Et puis deuxièmement, on recycle un tiers de la collecte des papiers récupérés en France. Vous imaginez 500 000 tonnes de papier recyclé atterrissent dans notre usine, en fait. Donc on est, je dirais, des professionnels du recyclage. Alors une chose qui peut surprendre, pourquoi un grand groupe comme le vôtre est présent aujourd'hui à 360 possibles? On nous pose souvent la question en fait. On est malheureusement sur un marché qui est en déclin depuis de nombreuses années. Ce n'est pas un scoop, les nouvelles technologies arrivent, les gens utilisent de moins en moins le journal en fait. Donc depuis quelques années, sur notre cœur de métier, on cherche à être un producteur à coût le plus bas possible pour être compétitif, mais on a engagé également une stratégie de diversification autour de la bioéconomie. On s'est dit finalement, on a dans notre panier, si j'ose dire, des équipements sous-employés, des sous-produits de notre process, on est des experts du bois, donc on peut faire quelque chose avec ça. Et donc depuis quelques années, on s'est orienté vers les écomatériaux, l'énergie verte et la chimie verte. Donc l'innovation, c'est cette diversification vers des choses qui n'étaient pas votre cœur de métier. Exactement. En fait, nous, on n'est pas petits. Et très récemment, par exemple, on était à Genève, au Salon mondial de la nutraceutique, donc comprenez les compléments alimentaires, pour proposer donc des ingrédients actifs issus du bois. Donc on fait cette diversification, évidemment, on est sur des métiers nouveaux, mais on le fait en partenariat avec des startups régionales bien souvent. D'où votre présence ici aujourd'hui? D'où notre présence ici. On est très heureux d'avoir été choisi par la grande région pour faire partie du comité stratégique des entreprises innovantes. Et pour nous, c'est vraiment, ça s'imposait d'être présent aujourd'hui en fait. Merci beaucoup Jean-Claude Pierrot. On se retrouve dans quelques instants. Le recyclage, on vient d'en parler avec Norske Skog, c'est devenu une filière industrielle à part entière dans le Grand Est, une filière où il existe de nombreuses innovations pour à la fois mieux recycler et davantage recycler des déchets qui se font parfois rares sur certains territoires. C'est le cas notamment du traitement du PVC, une spécialité de VK Recyclage dont le site au bois affiche pourtant un développement très intéressant et important depuis 10 ans. Je vous propose les explications dans ce reportage de Christian Viera pour Canal 32. VK Recyclage poursuit son développement. Embauché à l'âge de 21 ans en 2010, Michael a évolué du poste de responsable maintenance à directeur de production. L'entreprise continue de recruter. Je l'ai vu évoluer d'année en année. Au départ, une crainte, parce qu'au départ, c'est une petite usine, assez archaïque. Le recyclage, c'est assez brut. Et au final, d'année en année, on a investi dans les nouvelles machines. On a augmenté la cadence de production. On a augmenté le personnel. Les gens sont plutôt travailleurs, donc on a des employés qui sont vraiment impliqués. Et je pense que c'est une très bonne chose et on continue d'embaucher et de former. À Vendôme, on peut voir que les destructions d'emplois, mais il y a eu autant, à mon avis, de création d'emplois. On est plusieurs entreprises qui avons recruté du monde, on cherche du monde et maintenant on va même beaucoup plus loin que Vendôme parce que Vendôme ne suffit pas. Le PVC est recyclable à l'infini. Implantée ici en 2008, l'entreprise réceptionne des fenêtres et profilés issus de chantiers ou des chutes de fabricants. Objectif, séparer métaux, joints, verres, afin d'obtenir ces billes réutilisables comme matière première. En 2011, on a eu un projet d'agrandissement, on a doublé la superficie pour intégrer le process complet à l'identique de ce qu'on avait en Allemagne. On a plus que doublé la capacité de traitement d'une part, et d'autre part, on a été plus loin dans le process. Au départ, on produisait uniquement du déchiqueté. De déchiqueter avec la ferraille, l'alu, tout était envoyé en Allemagne. Nos collègues allemands ont voulu investir dans une nouvelle unité de production et maintenant on est capable de faire le process de A à Z. On vend notre matière à notre site VK à Thonon-les-Bains qui eux fabriquent les profilés, mais pas uniquement, on a aussi d'autres clients. On leur offre une qualité optimale et une couleur bien précise. Ce site collecte dans un bassin qui s'étend du Benelux au Maroc. Actuellement, son évolution est ralentie par des difficultés d'approvisionnement. Intellectuellement, c'est toujours plus compliqué d'aller sur le recyclage parce qu'il y a des démarches à faire, il faut quand même avoir la volonté. Et aujourd'hui, le déchet, je dirais, il y a cette facilité de tout mettre dans la même benne et de tout balancer en décharge. C'est vraiment notre difficulté aujourd'hui. Donc il y a une REP qui doit arriver en 2022, une responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire une taxe sur la vente de matériaux pour prendre en charge la fin de vie des produits. On se fournit à 40% à l'étranger en fait. Et c'est là notre grand problème, c'est qu'on va chercher la matière beaucoup plus loin pour alimenter notre usine qui a une capacité de 25 000 tonnes. À Vendeuvre-sur-Barse, VK Recyclage compte sur l'amélioration de la collecte afin d'atteindre sa capacité maximale.
Depuis son implantation, le nombre de salariés est passé de 8 à 44. Étienne Leroy, le président de Grand Innov, nous a présenté en début d'émission l'importance de cet événement 360 possibles au regard des enjeux de l'innovation en région Grand Est. Et bien justement, nous allons parler de ces enjeux et de l'ambition de la région Grand Est en matière d'innovation avec Lila Merabet, la vice-présidente de la région Grand Est en charge de la compétitivité, du numérique et de l'innovation. Lila Merabet, quels sont les enjeux de la région en termes d'innovation et peut-être aussi quelles sont les grandes actions que vous menez ou que vous allez mener en termes d'innovation? Écoutez, pour nous, les grands enjeux au niveau de la région Grand Est, c'est de dire que nous sommes une grande région innovante, d'encourager les entreprises à devenir des entreprises innovantes pour celles qui ne le sont pas, et évidemment à faire la démonstration que nous sommes un territoire où les startups peuvent venir soit se développer, soit revenir s'installer pour accélérer leur développement. Ça, ce sont des enjeux très forts pour nous, et puis de choisir des thématiques d'innovation très fortes, c'est-à-dire la santé, la bioéconomie et l'industrie, qui vont être des grandes verticales pour nous en termes d'innovation. Ça, ce sont les enjeux qui nous concernent. Et les grandes actions qui vont soutenir ces enjeux? Alors les grandes actions, il y en a effectivement plusieurs. Il y a un plan autour de l'industrie du futur qui a été d'ailleurs reconnu par la Commission européenne comme étant une des 10 meilleures actions à l'échelle européenne pour la digitalisation et l'innovation de l'industrie. Une grande action autour de la santé qui va être menée avec un cœur d'action plutôt à Strasbourg. Un programme pour les startups qui va être à la fois pour trouver de nouveaux dirigeants que l'on a appelé Team to Market, et puis un programme à la sortie sur le Scalinov qui est un programme d'accélération, le scaling de nos startups. Ça, ce sont les très grandes actions que l'on a choisi de déployer à l'échelle du Grand Est. Alors, on le voit bien ici aujourd'hui lors de cet événement, l'innovation, c'est pas seulement les startups, c'est aussi toutes les entreprises, qu'elles soient grands groupes ou PME. Et qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un événement comme celui-ci, qui est un rapprochement de toutes ces structures? Alors, c'est un événement effectivement de networking. On a vraiment choisi de faire du réseau et faire du réseau, parce que c'est une jeune région, comme vous le savez, elle n'a que 3 ans, qu'il y a des pépites un peu partout, qu'il y a de l'énergie dans les grands groupes comme dans les startups, dans les PME comme chez nos amis agriculteurs, et qu'il faut qu'on les mette tous ensemble pour qu'ils se mettent à travailler ensemble. Une raison toute simple, c'est que la région Grand Est, c'est 5,7 millions d'habitants et c'est un marché intérieur. Et parfois, nous avons des solutions, des offreurs de solutions, et les entreprises vont acheter ces solutions ailleurs, en France ou dans le monde, alors qu'on peut faire du business entre nous. Donc c'est d'abord un rendez-vous business. Merci Lila Merabet. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Pour le dernier reportage de cette émission, nous restons dans le domaine industriel tout en prenant un peu de hauteur, celle de l'industrie aéronautique qui a tenu récemment salon au Bourget, un salon d'envergure mondiale qui a accueilli plus de 320 000 visiteurs. Mais le Bourget, c'est surtout un grand salon professionnel et plus de 40 entreprises spécialisées du Grand Est y étaient là pour faire valoir non seulement leur savoir-faire mais aussi leurs innovations. Nous étions avec eux, un reportage de Nora Boiria pour Alsace 20. C'est le plus grand rassemblement d'hélicoptères et d'avions au monde. Et parmi les centaines de régions et pays présents, le Grand Est présente 41 entreprises, fleurons confirmés, sous-traitants spécialisés ou start-up. C'est essentiellement le rôle d'une chambre de commerce d'emmener ces entreprises-là, de veiller à ce que ces entreprises aient des places, j'allais dire, de choix, qu'elles soient bien ici, qu'elles aient tout ce qu'il faut pour justement concrétiser. À la fin, il y a un contrat. Et elles sont toutes là pour ça. 24 entreprises viennent d'Alsace comme John Précision, située à Haguenau. Elle propose des unités d'usinage pour les travaux de l'aéronautique. C'est déjà sa 4e édition au Bourget. Nous avons toujours eu des projets qui ont suivi derrière, des choses qui ont à ce moment-là réussi ou où il n'y a pas eu de suite, certes, mais il y a toujours eu quelque chose, ou même de nouvelles réflexions, parce que finalement les clients nous apportent aussi des nouvelles choses à traiter et de nouvelles idées à développer. Pour Ebeco, en revanche, c'est une première. Cette entreprise spécialisée dans l'injection plastique fabrique aussi bien des pièces de chariots de supermarché que des jetons de manège pour les forains et pourquoi pas bientôt des pièces pour les avions. Des contacts, oui, et puis même certainement des clients. Et alors, paradoxalement, des clients alsaciens, donc même proches de chez nous. Donc ça a permis de communiquer avec les autres sociétés qui étaient présentes sur ce stand collectif et c'est déjà beaucoup pour nous. Une centaine d'entreprises alsaciennes travaillent dans le domaine de l'aéronautique qui génère entre 3 000 et 4 000 emplois directs et indirects.
Retour à Strasbourg, au cœur du village de l'innovation de cet événement 360 possibles. Nous allons maintenant évoquer un sujet qui pourrait révolutionner nos façons d'acheter, de payer, voire de contractualiser dans les prochaines années. Et je veux parler de la blockchain. Vous en avez certainement entendu parler avec la récente annonce de Facebook et de sa future crypto-monnaie, Libra. Eh bien, qu'est-ce que la blockchain? À quoi sert-elle? Quels en sont les usages pour les entreprises? Nous allons poser toutes ces questions à Benjamin Faradji, le créateur de la start-up Spuro, une start-up basée dans l'Aube et qui a été lauréate du premier prix des trophées de l'innovation 2018. Je vous propose de m'accompagner. Benjamin Faradji, la blockchain, qu'est-ce que c'est? Alors la plupart des personnes vont expliquer que c'est une technologie, une base de données, des registres sécurisés. On va mettre tout ça de côté. La blockchain, c'est un mouvement sociétal et économique nouveau qui arrive exactement comme dans les années 95, quand Internet est venu changer notre société. On est dans le même moule et ça va prendre 5 à 10 ans avant que ça impacte vraiment notre organisation. Alors justement, ça sert à quoi? Alors ça sert à 3 choses bien spécifiques. Il y a 3 grandes familles. La première grande famille, c'est l'eurodatage, c'est la traçabilité, c'est la sécurisation. La deuxième grande famille, c'est les programmes automatisés qui sont partagés, ce qu'on fait déjà aujourd'hui mais d'une manière isolée. Et puis la troisième grande famille, ça va être bien sûr les tokens et la crypto-monnaie. En particulier, il va falloir suivre un gros projet qui arrivera en juin 2020, à peu près en mars-juin 2020. C'est le projet de Facebook qui s'appelle Libra. Libra, la crypto-monnaie. Tout à fait. Et en quoi ça concerne, ça implique, ça impacte les entreprises? Alors il y a plusieurs approches pour impacter sur les entreprises quand on parle de processus et procédures. Premièrement, le premier objectif, c'est de faire des économies, retour sur investissement prioritaire. Ça, c'est vraiment le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est d'inventer des nouveaux usages que nous, on partage avec nos entreprises pour tout simplement apporter des nouveaux services. Comme par exemple, Uber est arrivé en faisant des nouveaux services, et bien la blockchain va apporter la même chose avec des nouveaux services. Et qui va impacter les relations avec les fournisseurs, les clients? Bien sûr, les clients. Fournisseurs, on appelle ça B2B pour les entreprises et B2B, B2C avec les clients. Donc nous, en tant que citoyens, on va utiliser la blockchain comme si on était sur Internet. On va même pas s'en apercevoir. Mais du côté entreprise, ils vont complètement comprendre quelle est la valeur ajoutée de ce concept. Je ne parle pas de logiciel, je ne parle pas technique, je parle vraiment du modèle économique. Alors quel rôle joue Spuro, votre start-up, dans ces relations de blockchain entreprise? Nous, tout simplement, nous installons des blockchains en marque blanche. C'est comme si tu achetais le moteur de la voiture et que après tu décores la voiture avec des fonctionnalités. Nous, on donne le moteur. Le client trouve les usages et les services qu'il va faire avec cette application, ce moteur qu'on lui met à sa disposition. Donc ça permet tout simplement de déployer des blockchains à la marque du client et à lui après de déployer son usage. Alors on en a beaucoup parlé de la blockchain pendant 2-3 ans, et ça commence vraiment à prendre dans les entreprises? Il va falloir encore 2 ou 3 ans parce qu'il y a premièrement le phénomène de la compréhension de la blockchain et après de trouver le cas d'usage. Lorsqu'on accompagne une entreprise, on s'aperçoit que la période difficile, ce n'est pas d'implémenter techniquement la blockchain, la période difficile c'est en amont de partager le métier du client et les usages potentiels. C'est là où est tout le travail. J'espère qu'avec ce petit reportage, on aura fait passer le message. Merci Benjamin Faradji. Merci à toi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à la rentrée de septembre pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. D'ici là, portez-vous bien et passez un très bel été.